Bonjour à tout le monde qui sont avec nous aujourd'hui. Bonjour à ceux qui nous regardent de la maison aussi. Aujourd'hui, on vous a préparé une petite séance de questions-réponses sur un sujet d'actualité qui touche beaucoup les adolescents de nos jours, puis qui concerne aussi beaucoup leurs parents. La discussion aujourd'hui, ça va porter sur l'utilisation des réseaux sociaux que les adolescents font, puis les effets que ça peut avoir potentiellement sur leur parcours scolaire, mais aussi sur leur développement en tant que jeunes adolescents. Euh, Au cours de la discussion, on va essayer de mettre une certaine emphase, un certain accent sur le fait que les jeunes qui ont des difficultés de comportement, ou des difficultés d'apprentissage ou d'autres défis dans leur vie, euh, à quel point les réseaux sociaux, ça peut avoir un impact peut-être plus important pour ces gens-là ou peut-être pas, c'est ce que nos experts vont pouvoir nous éclairer là-dessus. Certaines personnes vont y voir des côtés positifs à l'utilisation des réseaux sociaux, alors que d'autres en voient des côtés plus négatifs, puis ont peut-être peur même que ça puisse mener à des conditions défavorables à l'apprentissage de chez les jeunes, à qui ça concerne en fait. Comme invité et co-animateur aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir M. Perrou, qui est un père de deux jeunes filles qui fréquentent l'école secondaire. Ce sont deux jeunes filles aussi qui ont des problèmes d'apprentissage. Il va pouvoir nous en parler un petit peu plus tantôt. Fait qu'il va être possible pour lui aujourd'hui de poser ces questions aux experts qui sont avec nous. Ces experts-là, c'est des experts du domaine de l'éducation, en fait. Donc, on a Charles et Bertha qui sont deux enseignants. On a Justine qui est une éducatrice spécialisée. Puis on a Sarah aussi qui est psychologue en milieu scolaire. Donc, sans plus attendre, je vais passer la parole à M. Perrault. Il va pouvoir nous faire part de ses interrogations. Donc, tu peux poser ta question. Oui, mais comme M. Fortin a mentionné, je suis père de deux jeunes filles, une en secondaire 4 et l'autre en secondaire 1. La plus vieille a subi de l'anxiété généralisée, tandis que l'autre était TDAH. Mais je veux vraiment plus parler de ma plus vieille parce que je sens que les réseaux sociaux ont un gros impact sur sa vie. Puis justement, un point qui m'inquiétait, c'est qu'on parle de plus en plus de cyber-intimidation, soit dans les médias d'information, sur les réseaux sociaux. Et je me demandais à quel point ça peut causer du tort aux jeunes adolescents et adolescentes dans ce cas-là. Est-ce que je devrais commencer à surveiller ce que les filles disent et ce qu'elles reçoivent comme message de la part de leurs amis ou de leurs contacts? C'est une question super intéressante. Je crois que Justine serait peut-être en mesure là, d'amorcer la réponse à cette question-là. Puis je veux aussi signifier à mes invités qu'aujourd'hui, je n'y vous surtout pas si vous voulez rajouter votre point de vue, si vous voulez apporter des corrections ou des éléments supplémentaires aux réponses, juste à prendre la parole là, quand vous le désirez. Là. Donc, je laisse la parole à Mme Labé. Parfait. Donc, on va commencer déjà en tentant de définir ce que c'est la cyberintimidation. Donc, la cyberintimidation, c'est une action agressive et intentionnelle qui est perpétrée par un groupe ou un seul individu par le biais de contacts électroniques, donc notamment les réseaux sociaux dans ce cas-ci. Ceci s'est fait de façon répétée, tentant envers une victime qui ne peut se défendre facilement, notamment parce qu'elle ne sait pas toujours qui est son agresseur. Il faut savoir que la cyberintimidation est aussi nocive pour les victimes que pour les agresseurs. On enregistre chez les deux de très faibles niveaux d'estime de soi et de haut niveau de sentiments anxio-dépressifs. Donc, dans le cas ici de la fille de Monsieur Perrault, qui est atteinte d'anxiété généralisée, c'est encore plus grave parce que si elle souffre de cyberintimidation, ça peut encore plus créer de l'anxiété chez elle. Il est aussi important d'intervenir donc, du côté des agresseurs et du côté des victimes parce que tous les deux rencontrent des effets négatifs de cette cyberintimidation. Et c'est aussi très important d'intervenir dans le milieu scolaire pour que les deux puissent s'épanouir. Un peu pour rebondir sur ce que Justine vient de dire, c'est effectivement la cyberintimidation un phénomène qui est présent en milieu scolaire, mais si l'on se fie à la définition qui a été donnée précédemment, cela touche toutefois une minorité d'élèves. Même si ça touche une minorité de personnes, par contre, ça ne diminue pas l'importance que moi et mes collègues de milieu scolaire donnons aux situations qui nous sont signalées. En effet, je crois qu'une autre experte pourrait sûrement préciser plus précise que moi, mais la cyberintimidation peut avoir un gros impact sur la santé mentale des jeunes. Puis, il est important d'intervenir rapidement pour contrer ce problème. Euh, de plus, c'est un type d'intimidation beaucoup plus compliqué à percevoir que l'intimidation traditionnelle, permettez-moi de utiliser les guillemets ici. Parce que c'est plus compliqué à percevoir parce que ça se passe en ligne, ça se passe sur les réseaux sociaux, ça se passe sur le cellulaire. Donc, c'est toujours plus compliqué d'identifier tous les acteurs qui sont impliqués dans des situations semblables.
Donc, en tant qu'enseignant, on doit suivre des formations, on doit s'éduquer pour être plus vigilant à ce genre de situation, puis être plus aux aguets quant aux possibles signes là, qu'on pourrait avoir là, d'un jeune là, qui est victime de cyberintimidation pour pouvoir intervenir rapidement et limiter la cause. Ben, je vais continuer là, exactement comme mes collègues ont dit. Là, c'est sûr que c'est un phénomène qui est très inquiétant puis qu'on doit prendre au sérieux. D'autant plus là, que ça peut être sournois là, puisque tout se fait en ligne, donc il n'y a pas d'effet visible là, en fait de la cyberintimidation. Par contre, là, si je peux quand même vous rassurer un petit peu, M. Perrault, là, selon les dernières informations fournies par Statistique Canada, désolé, il y a seulement 17% là, des Canadiens de 15 à 29 ans qui affirment avoir été victimes de cyberintimidation. Donc, c'est encore un chiffre trop gros à mon avis. Par contre, c'est quand même là, une proportion qui est peut-être un petit peu plus basse que ce qu'on tend à imaginer. D'ailleurs, là, les réseaux sociaux, c'est pas non plus juste une bête noire. Là. Ça peut avoir un apport bénéfique chez certains jeunes qui se sentent, qui ont un réseau de soutien peut-être à l'école ou à la maison là, qui est un petit peu plus petit, là, peuvent aller trouver un réseau là, de soutien par les réseaux sociaux. Donc, je vais laisser ma collègue Bertha vous en parler davantage. Je crois qu'elle a des informations intéressantes à vous dire. Oui, désolée. Oui, dans le fond, les réseaux sociaux ils ont plusieurs avantages positifs. Par exemple, les réseaux sociaux permettent l'interaction sociale des jeunes. Puis ceci permet aux jeunes de former des groupes qui leur ressemblent. Par exemple, un jeune qui est transgenre peut se sentir plus en sécurité sur un groupe d'amis Instagram ou Facebook qu'un enfant, un groupe transgenre qui sont ensemble, ou comparativement avec son groupe d'école, car le groupe transgenre qui est sur Instagram ou Facebook comprennent ce qu'il vit puis ce qu'il ressent, puis peuvent l'épauler, le soutenir, donner des trucs, puis aussi parler de leur expérience de vie. Aussi, les interactions sociales permettent aux jeunes de socialiser entre eux et de rester en contact avec leurs amis. Les relations amicales, on sait, sont très importantes pour les adolescents. Puis les réseaux sociaux leur permettent de rester connectés malgré tout. Par exemple, pendant la pandémie de la COVID-19, l'interaction sociale sur les réseaux sociaux a été plusieurs jeunes, surtout mentalement, puis parce que, dans le fond, ils gardent encore contact avec leurs amis, là, puis ça l'a amené moins de dépression. Ça m'a l'air d'une réponse assez complète. Est-ce que, M. Perrault, ça vous convient? Est-ce que ça vous rassure un petit peu? Ben, ça me rassure en général, mais il faut pas oublier que ma fille elle vit de l'anxiété. Et justement, récemment, j'ai remarqué ma fille a commencé à se refermer un peu sur elle-même. Elle passait beaucoup, beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Mettons, on était en train de manger. Elle partait à la course, aller chercher son cellulaire dès qu'il sonnait. Elle était aux toilettes, elle se levait, elle allait le chercher rapidement aussi. Elle pouvait pas passer une seconde sans son cellulaire, sans les réseaux sociaux. Elle a perdu aussi l'appétit. Mais j'ai l'impression, là, c'est peut-être que je me trompe. Est-ce qu'on peut dire que ma fille elle commence à être un peu dépendante aux réseaux sociaux? Puis si oui, est-ce que ça peut affecter son bien-être en général? C'est une question qui m'a l'air assez complexe quand même. J'inviterais peut-être nos deux experts à y répondre. J'imagine qu'ils ont des pistes de réponse assez intéressantes. Ben, si vous me le permettez, là, je vais commencer. Ben, il s'agit d'une question complexe, là, ça c'est certain. Par contre, là, c'est une question super intéressante. Merci, M. Perrault. Avant tout, là, il serait important de définir qu'est-ce qu'une dépendance aux réseaux sociaux. Donc, on parle d'une dépendance lorsque on voit là, que l'utilisation est faite de manière excessive, qui devient là, impossible pour une personne de se passer de son cellulaire et tout. Vous semblez mentionner quand même quelques éléments là, qui s'approchent peut-être de la dépendance aux réseaux sociaux, malheureusement. Par contre, là, il faut quand même faire une distinction entre une dépendance et une utilisation fréquente. Donc, on parle là, vraiment là, d'une dépendance lorsque ça devient problématique et qu'on observe là, une dégradation de la qualité de vie de la personne, donc notamment par une diminution des heures de sommeil, une diminution de la productivité ou encore l'anxiété, comme vous dites. Il y a une étude américaine qui a été faite là, dernièrement et qui nous a révélé qu'un jeune sur 12 utilise les réseaux sociaux pendant plus de 6 heures par jour. Donc là, on voit vraiment là, que c'est une utilisation abusive.
Puis, c'est important quand même peut-être de baliser là, le nombre d'heures ou quoi que ce soit là, qui est donné, le permis là, pour utiliser les réseaux sociaux. Au Canada, on n'a pas de données là, qui s'apparentent à celles des États-Unis. Par contre, on sait que 75% des jeunes de 12 à 17 ans là, vont passer au moins 2 heures là, sur leurs réseaux sociaux par jour. Donc, je pense que ça fait partie quand même de leur vie maintenant. Puis, à la place là, de juste l'enlever ou quoi que ce soit, je crois qu'il faut rester là, c'est ça, près d'eux pour baliser un peu là, leur truc. Là, vous me dites aussi là, que vous êtes inquiet pour votre fille. Malheureusement, là, les filles semblent plus touchées que les garçons par la dépendance. On parle là, que ils sont plus touchés par la dépendance, puis c'est aussi par leur utilisation qui est différente. Donc, on utilise les réseaux sociaux pour le divertissement, mais aussi pour rester connecté. Puis, on parle qu'il s'agit d'un élément qui peut quand même là, montrer une certaine dépendance. On peut aussi parler là, que les jeunes vont avoir une plus faible estime de soi à cause des réseaux sociaux. Cependant, là, je crois qu'il faut rester vigilant avec cette information-là parce que, comme ma collègue l'a expliqué plus tôt, les jeunes peuvent trouver quand même un bon réseau de soutien là, par les réseaux sociaux. Moi, je tiens à continuer sur le bien-être en général des adolescents. Donc, on sait que l'adolescence, c'est une période pleine de perturbations pour les adolescents. Donc, ils rencontrent beaucoup de stress relié à leur vie, les changements hormonaux, les premiers amours, etc. Donc, les réseaux sociaux peuvent souvent servir d'échappatoire. OK? Donc, la qualité de leur sommeil ou leur temps, la quantité de sommeil qu'ils vont avoir en une nuit peut être diminuée, mais pas nécessairement parce qu'ils utilisent trop les réseaux sociaux. Au contraire, ils vont utiliser les réseaux sociaux avant de se coucher pour se changer les idées, pour puis penser à leur tracas du quotidien, pour puis penser au stress que leur procure les examens en secondaire 1 parce que c'est nouveau pour eux, puis ils n'ont jamais vécu autant de stress quand ils étaient au primaire, par exemple. Donc, les réseaux sociaux, dans ce cas-ci, sont bénéfiques pour les jeunes. Ils les aident à penser à autre chose. Donc, en écoutant, par exemple, des TikTok ou en écoutant les stories de leurs influenceurs préférés, ils ne sont pas nécessairement mal influencés ou ils n'ont pas nécessairement une dépendance. C'est juste pour eux un moyen de se changer les idées. Donc, c'est ça. Et comme on parlait de la fille de M. Perrault, qui fait de l'anxiété, donc elle peut faire diminuer son anxiété en consultant les réseaux sociaux. Donc, c'est un bon moyen pour elle, on peut dire jusqu'à une certaine limite, d'utiliser les réseaux sociaux pour se changer les idées. Oui, je comprends bien le raisonnement, mais justement, il y a une certaine limite. Fait qu'à ce moment-là, il reste quand même des risques à la laisser sans supervision sur les réseaux sociaux. Fait qu'est-ce qu'elle peut, tu sais, là, on parle d'influenceurs, on parle de TikTok. Est-ce qu'il peut y avoir des mauvais influenceurs? Est-ce qu'il peut y avoir des standards de beauté, si on en parle tout le temps, irréalistes? C'est flou pour moi, ce phénomène-là. Fait que j'aimerais ça un petit peu d'éclaircissement, s'il vous plaît, si vous êtes capable. Et c'est sûr que c'est une problématique qui est réelle. On le voit dans les études, là, il y a une étude qui est sortie qui nous révèle là, que 40% des jeunes filles là, qui ont commencé à utiliser les réseaux sociaux ont vu leur estime de soi diminuer. Par contre, vous l'avez bien mentionné, le problème réside, selon moi, pas dans l'utilisation des réseaux sociaux, mais plutôt dans ce qui est véhiculé par la société par rapport aux normes de beauté, par exemple, ou encore avec l'idéalisation là, de la vie là, véhiculée par certains influenceurs. Donc, je ne pense pas que le problème réside vraiment dans les réseaux sociaux. Puis, de toute façon, ces problématiques-là seraient rencontrées ailleurs là, que sur les réseaux sociaux, même si vous l'interdisiez. J'aimerais aussi rajouter ce que Sarah vient de dire. Je ne penserais pas que superviser votre fille soit une bonne idée, surtout à l'adolescence. À cette période de leur vie privée est très importante pour eux. Donc, savoir que son père la surveille, la ferait peut-être sentir étouffée, puis aussi peut-être qu'elle penserait que vous n'avez pas confiance en elle. Je pense que ce serait plus intéressant de la sensibiliser sur le sujet, puis aussi lui faire sentir qu'elle peut venir à vous s'il y a des problèmes ou quoi que ce soit. Puis d'ailleurs, en faisant cela, ça va juste favoriser son autonomie à elle, car elle sera libre de faire ses choses par elle-même.
Mais cependant, en lui donnant votre soutien, elle sait qu'elle peut venir vous voir si elle en a besoin. Est-ce que ça clarifie un peu vos interrogations, M. Perrault? Oui, vraiment, merci beaucoup. Mais tu sais, j'ai quand même une dernière question par rapport aux réseaux sociaux. Ça n'a pas nécessairement rapport avec ma fille, mais je suis dans le conseil de parents de l'école secondaire, justement, de mes filles. Et tu sais, moi, je prône l'utilisation, mettons, de cellulaire encadré, de l'utilisation du cellulaire, mais de manière encadrée, et des réseaux sociaux, justement, dans le cadre éducatif. Mettons, soit pour aller sur pas nécessairement Wikipédia, mais mettons sur Twitter pour connaître, mettons, ce que le président des États-Unis a parlé, ou pour des incidents un peu partout, à travers le monde. Mais au contraire, il y a un parent particulier dans le conseil des parents qui, lui, est vraiment contre. Fait que j'aimerais ça, trouver des arguments pour justifier l'emploi des réseaux sociaux dans le milieu scolaire. Fait que je sais pas si vous pouvez m'aider un peu sur ce sujet-là. Sûr que l'utilisation du cellulaire et des réseaux sociaux en milieu scolaire, là, c'est pas noir ou blanc, c'est une zone assez grise. Ça reste relativement nouveau dans les classes. On essaie de l'amener tranquillement, mais ça présente certains avantages. Il- Par contre, c'est important dès le départ de mettre des limites claires et strictes pour pouvoir mieux contrôler cette utilisation. Ainsi, moi, dans ma pratique, je laisse les jeunes utiliser leur cellulaire en classe, mais pour chercher de l'information ou encore consulter des sites comme AlloProf. Euh, je leur donne, mais avant, je leur donne aussi une certaine formation. J'essaie de les sensibiliser à l'utilisation des réseaux sociaux comme YouTube, Wikipédia ou encore même Facebook pour les encadrer dans leur recherche et les aider à savoir trier les informations, des bonnes, des mauvaises. Euh, Cet aspect, c'est important pour moi parce qu'avec l'omniprésence des réseaux sociaux qu'on connaît aujourd'hui, qui est très important, euh, c'est important que les jeunes apprennent à s'en servir pour éviter éventuellement les abus, la désinformation là, qu'on peut voir assez couramment ces temps-ci. D'ailleurs, une meilleure sensibilisation permettrait, entre autres, d'éviter des abus comme la cyberintimidation qu'on parlait plus tôt. Euh, mais malgré tout ça, là, moi, comme je vous disais tantôt, c'est important que ce soit bien encadré. Fait que si un élève, moi, sort son téléphone en classe alors que c'était pas le moment, qu'il n'avait pas la permission, ben, je vais lui demander de venir le porter en avant de la classe. Puis je vais le confisquer pour le restant de la période. Puis les avantages de cette nouvelle pratique que j'ai instaurée dans ma façon de fonctionner, depuis que j'ai commencé ça, en fait, là, j'ai remarqué que les élèves étaient beaucoup, beaucoup plus attentifs et coopératifs parce qu'ils n'ont pas l'impression que je les prive de quelque chose, ils n'ont pas l'impression qu'ils sont pris dans une situation de autorité, mais vraiment autoritaire. Ils sont plus dans une impression, dans une classe où est-ce on coopère entre enseignants et élèves, mais que je garde quand même une certaine position d'autorité. Fait que j'essaie de contrôler ça, d'encadrer ça et de les sensibiliser. Je sais pas qu'est-ce que ma collègue Bertha, elle en pense, mais je peux laisser se prononcer un peu sur le sujet. En fait, moi aussi, pour ma part, le cellulaire est bien encadré dans mes classes, même au point que j'encourage lors des travaux individuels aux élèves de pouvoir écouter la musique. Puis j'ai remarqué aussi que ça leur aidait beaucoup à se concentrer vu qu'ils étaient dans leur bulle, donc il n'y avait pas de distraction, de bruit alentour d'eux. Puis aussi, j'encourage l'utilisation des réseaux sociaux pour des fins de communication. Par exemple, la dernière année, les jeunes n'étaient pas ensemble physiquement pour les travaux d'équipe à cause de la pandémie de la COVID-19. Donc, l'utilisation des réseaux sociaux comme Teams, Messenger leur permettait d'échanger pour leurs travaux d'équipe et de pouvoir s'organiser et de pouvoir remettre leurs travaux à temps. Je peux ajouter un dernier point. Je sais que je ne suis pas enseignante, donc je ne peux pas vraiment vous rassurer, M. Perrault, sur des méthodes sécuritaires d'encadrer les réseaux sociaux en classe, comme mes deux collègues enseignants l'ont fait. Mais j'aimerais apporter le point de la sensibilisation et de la conscientisation des jeunes à l'utilisation des réseaux sociaux. Vous avez parlé que c'était le rôle de l'école de conscientiser les jeunes à cette utilisation, mais je crois que c'est d'abord le rôle des parents de le faire. Donc, ce serait un argument que vous pourriez amener à votre adversaire, si je puis dire, au conseil des parents, parce que c'est aux parents à avoir une discussion en premier avec leur enfant sur leur utilisation des réseaux sociaux. L'école a plus une approche générale, donc on va aller chercher tous les jeunes à la fois, tandis que le parent peut vraiment avoir une approche plus personnelle avec son jeune, donc une conversation plus individualisée où le jeune va avoir plus l'opportunité de s'exprimer, tandis que l'école
a plus un second rôle, je dirais, dans la conscientisation. Donc, oui, elle a ce rôle, effectivement, mais c'est plutôt aux parents à discuter là, de c'est quoi leurs attentes par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux ou bien de quelle manière utiliser les réseaux sociaux de façon sécuritaire, surtout à l'adolescence, notamment à cause de la désinformation, de la cyberintimidation, comme on a parlé durant cette discussion. C'est tout le temps qu'on avait aujourd'hui, malheureusement. J'espère que M. Perrault, vous en sortez plus éclairé, vous avez eu des réponses adéquates à vos questions. Si je peux me permettre un petit résumé rapide, là, juste pour conclure des points forts, des points importants de la rencontre, c'est que oui, il y a des côtés négatifs à l'utilisation des réseaux sociaux dans la vie des jeunes, mais il faut aussi garder en tête qu'il y a aussi des côtés positifs. Pour ce qui est des côtés négatifs, je peux mentionner rapidement la cyberintimidation. Cependant, on a vu que c'est une minorité de jeunes, en fait, qui sont touchés par la cyberintimidation. Ce n'est pas un problème qui est à négliger parce qu'il est présent, il existe, il y a des effets super néfastes. Il faut toujours garder en tête que c'est une minorité. Donc, ce n'est pas que des côtés négatifs que les réseaux sociaux apportent dans la vie des jeunes. Il y a aussi des effets négatifs sur l'estime de soi, par exemple, mais aussi, il faut se rappeler que ça peut rester un moyen pour les jeunes de rester en communication. C'est un moyen pour les jeunes aussi de s'identifier à des groupes s'identifier à des personnes qui représentent des caractéristiques qui sont comme eux. Donc, ils peuvent se sentir peut-être plus acceptés par ces pairs-là. C'est un moyen pour eux d'échanger entre eux, de rester en contact aussi quand le contact physique n'est pas possible. Puis dernièrement, on a fini avec l'utilisation en classe des réseaux sociaux. On a vu que ça peut avoir des côtés super positifs d'un point de vue pédagogique. Cependant, comme Charles l'a mentionné, comme Bertha l'a mentionné aussi, c'est important d'éduquer les jeunes à l'utilisation de ces réseaux-là, de leur montrer comment faire une bonne utilisation, si je peux me permettre le terme. Puis, ce travail-là fait partie du travail des enseignants, en fait. C'est les enseignants qui sont en partie responsables d'éduquer les jeunes là-dessus, mais il ne faut pas aussi oublier que les parents ont un rôle à jouer dans cette éducation-là parce que à la maison, les jeunes utilisent aussi les réseaux sociaux. Donc, c'est un travail d'équipe, en fait, envers tous les acteurs de la vie des jeunes, en fait. Donc, comme j'ai dit, c'est tout le temps qu'on avait aujourd'hui. J'espère que ça a pu répondre à vos questions encore une fois, M. Perrault. Puis je veux remercier tous nos panélistes qui ont participé à la rencontre, puis les gens qui nous ont écoutés aussi.